Bonjour et bienvenue sur ce 56e numéro d'Entreprendre à l'étranger. Aujourd'hui, on va aller discuter avec Simon qui est à Jakarta. Jakarta, donc en Indonésie, et un pays qui n'a pas encore été couvert par le podcast parce que ça va être le premier invité là-bas. Simon, sois le bienvenu. Merci d'avoir accepté l'invitation et en fait, comme à mon habitude, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Salut Alim, écoute, tout d'abord un grand merci de me recevoir et merci pour cette invitation. Je m'appelle Simon Toselli, j'ai 44 ans, je suis bordelais d'origine. Je pense que j'ai une vie un petit peu d'expatriation parce que je me faisais la réflexion. Je suis parti, me semble-t-il, depuis l'âge de 21 ans pour les États-Unis et j'ai ensuite enchaîné de façon successive une vie dans des pays étrangers et je suis actuellement à Jakarta, en Indonésie, où j'ai un petit peu donc plusieurs activités, plusieurs projets. Et pour en nommer deux principales à l'heure actuelle, deux d'entre elles, je suis dans le développement du football féminin pour le compte de la FIFA, donc avec une position qu'on appelle expert technique, purement en charge du développement du foot féminin, sur donc notamment les confédérations asiatiques, océaniennes et africaines. Et parallèlement à ce développement du football qui est ma passion, j'ai aussi d'autres passions dans l'entrepreneuriat. Et je suis à Jakarta, en Indonésie, producteur de vanille. Donc j'ai, je te dirais, pas mal de passions, projets qui sont parfois un petit peu différents, mais très complémentaires et dans lesquels je me retrouve. Et ma base est à Jakarta, en Indonésie. Après, j'ai envie de te dire, c'est ce qui fait le propre d'un entrepreneur. Moi, les entrepreneurs qui n'ont qu'un seul projet, ça me pose problème. Tu te dis, c'est pas normal. C'est qu'il dort tranquillement, c'est pas normal. Moi, j'ai souvent eu alors beaucoup d'idées. Alors après, le problème principal, c'est d'en avoir beaucoup qui soient bonnes, réalisables et avec des visions. Et j'ai toujours été justement passionné par mener des projets, entraîner des équipes, manager, et ce que ça soit dans différents secteurs. J'ai bien entendu une passion profonde pour le football, et en tant que joueur et ensuite en tant qu'entraîneur, et j'ai développé ça à travers différentes organisations, plus récemment pour la FIFA, mais aussi une passion qui s'est creusée pour l'entrepreneuriat, notamment depuis que je suis à Jakarta, en Indonésie, où il y a de multiples opportunités, et j'y suis depuis maintenant 7 ans. Du coup, la première question, elle va être très simple. C'est qu'est-ce qui fait que du foot, tu passes donc à la FIFA et de la FIFA, tu arrives à Jakarta? Alors là, si tu veux, la première bascule, ma première expérience professionnelle, je l'ai eue aux États-Unis, à l'époque à Los Angeles, où j'étais directeur des sports d'une école internationale et où donc j'ai commencé à me développer dans le secteur du foot pendant 7 ans, donc à entraîner beaucoup, toutes les équipes de l'école, entraîner aussi en club, et donc à savoir que ça me passionnait, que je voulais me perfectionner dans ça. Et au bout de 7 années, j'ai eu l'opportunité, alors à travers un petit peu des gens que je connaissais, puis bien entendu un process assez draconien de sélection, d'intégrer la Confédération océanienne de football, qui s'appelle l'OFC, qui est composée de 11 pays différents, donc qui est totalement de l'autre côté, hein, puisque là on parle de la Nouvelle-Zélande et des 10 pays qu'il y a autour. Et la proposition, le poste de l'époque, c'était d'être conseiller technique de 4 pays, donc alors uniquement bien entendu pour le football, qui étaient des petites îles océaniennes, qui étaient Samoa, American Samoa, Tonga et Cook Island. Donc j'avais ce choix à l'époque, j'étais directeur de cette école, plus dans l'entraînement à Los Angeles, sur des années qui avaient été simplement extraordinaires de développement et j'adorais ce mode de vie. Mais j'avais cette opportunité de me spécialiser dans le foot à travers quand même une confédération océanienne, même si c'était la seconde plus petite des confédés. Et j'ai vu qu'il était temps pour moi de me spécialiser. Donc j'étais vraiment très attiré par développer le football, me développer encore moi-même et passer licence et certificat et voir un petit peu ce que ça allait donner. Donc c'est, à titre anecdotique, c'est du jour au lendemain, je m'en souviens, j'ai pris mes sacs puisque j'étais 4 jours à Vegas à l'époque. Et 2 jours après, j'étais à Samoa, où je prenais ma maison et où je commençais les programmes de développement du football dans ces îles océaniennes. Ça a été un petit peu la passerelle du développement du sport en général pour le compte scolaire et de clubs de football, au football en particulier pour le compte d'une confédération océanienne. D'accord. Et aux États-Unis, tu avais été pour le foot ou c'était comment dire où c'est né une fois que tu étais aux États-Unis? Alors aux États-Unis, la première fois ma première expatriation, j'avais 21 ans. J'ai quitté Bordeaux, c'était à l'époque pour le football.
puisque bon, j'étais un bon joueur de football régional, on va dire, rien d'extraordinaire, mais j'ai eu cette opportunité de jouer. On m'avait proposé un contrat à l'époque, tu sais, pour les universités américaines, et j'ai rejoint une université de Virginie, qui s'appelait Virginia Commonwealth University, qui avait un super programme de foot, et quand j'ai eu cette offre, qui était donc purement universitaire, pas de professionnalisme, j'avais 21 ans, j'avais fait un petit peu le tour du foot régional, et je me suis dit, ça peut être quand même extraordinaire. Tu peux avoir l'opportunité de découvrir la vie à l'américaine, les campus à l'américain, d'apprendre l'anglais, de t'inscrire en master. C'était pour moi un univers complètement nouveau. Et là, j'ai fait le grand saut. Donc, je suis parti de Bordeaux en Virginie, où j'ai joué en fait 2 années, moment vraiment extraordinaire, où j'ai découvert une autre vie, où je me suis passionné pour les États-Unis. Et au sortir de ces 2 années dans le football, j'ai eu ma première offre, qui était exactement la première position, qui était professeur d'éducation physique dans cette école internationale à Los Angeles, avec en supplément entraîner les équipes de l'école et entraîner en club. Et c'est au bout de la 2e année que je suis passé directeur des sports de la même école. Donc la passerelle-là s'est fait d'un grand saut pour jouer au foot en universitaire, et à travers le pays, la ville, le dynamisme, les connexions, avoir cette première offre en tant que prof d'éducation physique et sportive, et ensuite évoluer au sein de cette école internationale. J'avoue, c'est assez original comme parcours, parce que comment dire, les Américains sont connus pour le soccer. C'est pas les plus grands amateurs de foot, tel qu'on peut le connaître en Europe, mais j'avoue, c'est assez original d'avoir franchi ce pas pour aller aux États-Unis et revenir avec ce statut. J'ai trouvé, moi, inconsciemment, ça m'a énormément formé, énormément appris. J'ai appris l'anglais couramment. J'ai joué dans mon équipe à l'époque à Richmond avec beaucoup de Sud-Américains, donc je parlais déjà un peu espagnol, j'ai appris l'espagnol couramment. Puis ça a été surtout un projet de vie, quoi. Les États-Unis, la mentalité, ça m'a complètement bousculé. J'ai adoré ça. Et quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer cette école internationale à Los Angeles, située à Hollywood, avec des conditions extraordinaires, des moyens moi de me développer, d'entraîner aussi, de commencer vraiment ma petite carrière d'entraîneur de foot, j'ai foncé sans hésiter. Et c'est surtout qu'à l'époque, en terre bordelaise, j'avais pas trop d'options ou de vision sur ce que je voulais faire. Et là ça se dessinait clairement. Et je voyais des routes ouvertes devant moi et surtout une possibilité de développement et une foi dans l'avenir qui allait, j'en étais sûr à l'époque, proposer différents types d'opportunités. Ça m'a l'air assez clair, mais je pense qu'on va revenir après sur justement cette différence de mentalité dans le business entre l'Europe et les États-Unis, principalement entre la France et les États-Unis. Donc là, on est en quelle année lorsque tu quittes les États-Unis après? On est en quelle année? Lorsque je pars à 2000, l'année j'ai oublié, mais j'ai fait, en fait, je suis arrivé à Los Angeles dans cette école internationale où je suis resté 6 ans. Il me semble qu'on est vers 2012 ensuite quand je pars. Donc avec cette offre de la Confédération océanienne de football pour être coach mentor ou conseiller technique sur ces 4 pays, c'est là où je l'apprends. Il me semble que je pars en mai 2012. Et j'avais un contrat de 3 ans. Donc c'était quand même assez risqué parce qu'il stipulait que tu pouvais être en clair éjecté du jour au lendemain si ça faisait pas l'affaire, parce que là tu rentres dans un monde vraiment professionnel de football où à travers et les relations sont différentes. Tu es plus dans un milieu scolaire ou de club, tu es avec des fédérations de football à part entière qui, même si elles sont en Océanie ou petites, sont au même titre que la 3F ou la fédé allemande des fédérations à 100%. Et c'était donc un tout autre challenge pour moi. J'ai énormément travaillé sur les 2 premières années parce qu'il m'a fallu tout revoir, apprendre les codes, s'adapter, voir comment ça fonctionnait, parce qu'il n'y avait pas que des notions footballistiques dans ça, loin de là. Ma mission, c'était de créer la stratégie de ces petits pays au niveau du développement du football, de les aider à mettre en place des programmes de développement, donc dans la conception, mais aussi sur le terrain. Et aussi, il y a une notion, bien entendu, de relationnel, savoir s'adapter, politique. Et en même temps que j'étais donc dans cette confédération, j'étais basé au Samoa. Et en fait, je tournais sur les 4 pays. J'étais 3-4 semaines par pays. Donc 3-4 semaines au Samoa. Puis je prenais un tout petit avion, je partais à American Samoa où j'y restais 4 semaines. Je transférais sur Cook Island, qui est un endroit juste magnifique. Et ensuite sur Tonga. Et j'ai fait cette rotation-là donc pour les aider à développer le football, puisqu'ils partaient d'assez loin aussi, pendant 3 ans. De façon très très intense, de façon extrêmement passionnée. J'ai appris énormément. Et parallèlement, étant donc intégré au sein de ces programmes de football, en fait, la FIFA chapeaute les confédérations. Donc, j'étais moins souvent en relation avec des instructeurs de la FIFA et qui m'ont permis de passer mes premières licences d'instructeur FIFA. Donc, sur la 2e année, je pouvais aussi former ces pays avec le statut d'instructeur FIFA sur les petites catégories d'âge, sur le football de base,
et le football des jeunes. Et c'est un petit peu la première passerelle, la première intégration sous le statut FIFA que j'ai eu, où j'étais formateur, où on faisait des cours FIFA d'une semaine, que ce soit pour développer les entraîneurs, pour développer des qualités de leadership, et où tu organisais un cours, par exemple, à Samoa ou dans une petite île des Cook Islands, avec une sélection des entraîneurs, un public de 20 à 30 entraîneurs, sur 4-5 jours, et ensuite assurer un suivi pour assurer aussi leur progression. Donc, de conseiller technique pour la Confédération océanienne, j'ai pu passer instructeur FIFA pour les petites catégories d'âge, ce qui a été pour moi une expérience extraordinaire et le début de cette intégration à FIFA. Ça a l'air, comment dire, ça a l'air assez clair. Et par contre, moi, il y a une question, là aussi, sur une question de mentalité. Comment tu bascules de Vegas au Samoa en quelques jours? Alors justement, le problème se pose quand il arrive, puisque pour la petite anecdote, et je m'en souviens très bien, où on était parti, j'étais un peu en vacances, parce que c'était les derniers moments à Los Angeles, et j'étais à Vegas pendant 4 jours, qui étaient assez intenses, on va dire. Et tu prends 2-3 avions. Donc, ouais, à l'époque, tu atterrissais à Auckland, où j'avais rencontré le directeur technique de la Confédération, qui m'avait briefé sur l'émission, et qui m'avait ensuite accompagné à Samoa. Et le choc est énorme, évidemment, parce que tu te retrouves en Océanie. Là, c'est plus du tout les mêmes codes, où tu arrives, où c'est évidemment des pays en voie de développement, et où tu as très peu d'infrastructures, et c'est des niveaux, c'est le contraire du développement et de la consommation des US. Donc les premiers jours, effectivement, quand tu te demandes là, quand tu tombes là, que tu sais que tu as le métier à apprendre, parce que même si tu te sens en confiance, ben c'est la spécialité football, il va falloir lutter, il faut convaincre des fédérations, il faut convaincre des entraîneurs, il faut les aider à se développer, il faut apporter des billes et des outils qui leur soient utiles. Et tu sais que c'est pas gagné, donc tu as un point d'interrogation, et tu arrives dans un pays, au Samoa, la capitale, où j'étais à Apia, où je cherche mon appartement que j'avais pris un petit peu dans les hauteurs, dans les forêts, et voilà, où tu as des gens qui, sur le bord des routes, cueillent des papayes, des noix de coco, et tu as une vie qui est complètement opposée à ce que tu as vu. Donc évidemment, les premiers temps, c'est des moments de doute, c'est des remises en question, mais ensuite, quand tu as la passion au fond de toi, et que j'avais une vision qui était très claire, je voulais m'imposer dans ça et progresser dans le football et aider ces pays au développement. Donc j'ai jamais lâché, et j'ai beaucoup bossé avec authenticité pendant 3 ans. Et c'est ce qui a fait que je me suis adapté, je pense, que j'ai été accepté et que j'ai pu les aider, j'espère, à développer leur programme sur cette période. À ce niveau-là, est-ce qu'à un moment donné dans ton parcours, l'idée de revenir en France te traverse l'esprit ou pas du tout? Ouais, écoute, Alim, complètement. En fait, moi, je suis parti, tu vois, j'ai quand même beaucoup d'expatriation maintenant que je fais les comptes, mais je suis jamais parti de la France en me disant, je m'y retrouve pas. Donc, il faut que je parte absolument parce que je vais être en quête de quelque chose. En fait, je suis parti par opportunité professionnelle et par projet, ou grâce à des rencontres que je sentais qui m'ont fait décoller, où là, je sentais le coup, je sentais la rencontre. Tout comme la première fois que je suis allé jouer en université en Virginie, j'avais un contrat de 2 ans, l'équipe était classée numéro 10, je crois, des États-Unis. On avait une équipe extraordinaire. J'ai découvert une vie de campus, c'était vraiment comme un rêve. On s'est fait sortir en demi-finale à l'époque du championnat américain national. J'avais des joueurs avec moi qui sont devenus très costauds, des pros reconnus dans le championnat américain. Et donc, en fait, c'était quelque chose qui vraiment me faisait rêver, où j'avais cette vision. Je venais d'atterrir à Bordeaux et j'ai eu une opportunité que je ne pouvais pas refuser. Et donc, je suis parti. Et ensuite, j'ai eu, alors, rencontre, détermination, vision, chance, petit coup de plus. Évidemment, il y a tout là qui fait un package. Et au sortir de la Virginie, j'ai eu pareil, très rapidement, après 2-3 négociations, cette offre très claire pour intégrer le lycée international de Los Angeles, qui était basé à Hollywood. Et quand tu te dis, bon, tu vas passer du statut de joueur, ta première offre, tu seras basé à Hollywood, à Los Angeles, alors avec tout ce que ça inspire, ça fait rêver un petit peu, même si je ne connaissais pas, c'est une offre qui est solide. Tu vas en parallèle de ça faire de l'entraînement dans des conditions qui sont extraordinaires. Tu continues ta progression aux États-Unis, l'anglais, et tu vas t'ouvrir bien entendu à plein de rencontres et un network qui va être assez important de par la situation, je pense, parce que tu as certaines villes phares, hein, Los Angeles, Miami, New York, où c'est pas forcément un reflet pur des États-Unis, mais c'est des villes spéciales. Donc là encore, j'ai pas hésité une seconde, puisque si j'étais rentré à Bordeaux, j'avais pas de projet particulier, et j'aurais eu un gros point d'interrogation. Et suivant cette expérience à Los Angeles, après j'ai déroulé pendant 7 ans, ma vie s'est faite là-bas, où je rentrais toujours en France avec grand plaisir, mais il s'est trouvé que ça n'a jamais été pour du boulot, ou jamais pour une opportunité. La vie a voulu
m'offrir d'autres opportunités. Je me suis construit d'autres challenges et un autre réseau. Quand tu arrives à Jakarta, c'est dans la foulée de de cette première expérience en Asie. Quand j'arrive à Jakarta, c'est donc alors après l'Océanie où je reste 3 ans entre ces 3 îles. Okay. Donc en tant que, je le rappelle brièvement, en tant qu'expert technique, ils appelaient ça coach, mentor, conseiller technique. Et donc je deviens, dans cette période de 3 ans, instructeur FIFA pour les petites catégories. Je passe les licences footballistiques qui sont en fait les niveaux de coaching. Et au bout de 3 ans, c'est posé quand même une situation où tu as fait 3 ans entre les pays, où tu pars 3-4 semaines, où tu travailles, même moi il n'y a pas de problème, j'étais très passionné, c'est H24, puisque le week-end tu es tout seul, tu es dans des pays, tu es au Tonga, tu n'as pas forcément, à l'époque, moi j'avais ma copine là, qui est devenue ma femme, mais je n'étais pas marié, donc j'étais seul là-bas. Donc beaucoup de travail et beaucoup de rotation entre ces pays, un investissement maximal côté technique pour les développer. Et je me suis développé énormément aussi, puisque tu crées des formations, tu crées des séminaires, c'est pas uniquement que sur le carré vert, bien sûr. Tu formes des entraîneurs, tu formes des projets, tu participes avec des gouvernements pour monter des projets, puisque le football est beaucoup lié à ça aussi. Mais au bout de 3 ans, je sentais que j'étais arrivé à la fin d'un cycle, que j'avais donné ce que j'avais à donner. Et ma femme étant indonésienne, mais on s'est connus à l'époque à Los Angeles. Donc on est restés ensemble pendant 7 ans à Los Angeles, et puis notre relation a continué à distance pendant que j'étais en Océanie. Je suis arrivé à la fin de ces 3 ans en sachant pertinemment que je voulais une progression. Donc, ce qui est bien tombé, puisqu'à la fin des 3 ans, la Confédération m'a nommé à la tête du développement du joueur non plus pour 4 pays, mais pour les 11 pays de la Confédération. Donc là, tu avais une extension des pays, donc ça passait de la Nouvelle-Zélande à la Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, à Vanuatu, aux îles Salomon, à la Papouasie, Nouvelle-Guinée, plus mes 4 pays. Et en fait, l'accord était à peu près fixé, puisque j'avais rencontré à Auckland les décideurs, etc., où je devais donc être basé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, et reprendre ce poste de quelques années. Entre-temps, c'était donc le mois de décembre, où la négociation était finalisée. Je me suis marié à Jakarta, originaire ma femme, en janvier. Je suis revenu en Nouvelle-Zélande, et après j'ai eu pas mal de problèmes au niveau des visas, des contrats, des choses qui se sont avérées plus lourdes au niveau de la bureaucratie, de l'administration, notamment pour être avec ma femme. J'avais déjà lancé à Jakarta des choses, mais sur le plan, on va dire, investissement et projet, autre que le football. Et il s'est trouvé que cette nouvelle position, je n'ai pas pu l'honorer à Auckland, responsable des 11 pays, parce que c'était difficile de faire venir ma femme. Et là où, sans amertume, j'ai pris une décision. On en a parlé, et je le savais de toute manière au fond de moi. Pouvant plus occuper cette position, je ne voulais pas régresser, je ne voulais pas reprendre une position entre les pays de conseiller technique où ça m'aurait ramené beaucoup de voyages puisque ma situation familiale était maintenant différente, mes objectifs et mes ambitions aussi. Et donc quasiment d'un coup sec et sans rancune, j'ai expliqué ma situation à l'époque aux têtes de la Confédération qui ont tout à fait compris. J'ai dit en clair, écoutez, c'était 3 années formidables, je pense qu'on va rester sur cette note et je suis parti avec ma femme à Jakarta, en Indonésie. D'accord, en fait, comment dire, c'est que tu avais une vision qui était assez lointaine quand même pour le projet. Ouais, je pense très lointaine, et surtout à la base, je m'en souviens, c'était pas simple à dire et pas simple à faire à la base, puisque j'avais pas d'arrière, j'avais, si tu veux, cette vision et ces projets au niveau de lancement d'affaires qui étaient dans ma tête. Mais en fait, je savais vraiment ce que je voulais pas. Je percevais le fait de retourner à une ancienne position, alors pour des raisons certes valides, qu'il y a des difficultés de visa, où il aurait peut-être fallu être un peu plus patient, où il y avait des choses qui n'allaient pas dans le sens de ce qui avait été établi. Et voilà, considérant les valeurs que j'avais, la vision que j'avais pour moi-même, pas que pour le poste du football et pour ma famille, j'ai senti en intuition, en coup de feeling, qu'il fallait que je parte à Jakarta. Et je m'étais dit, voilà, avec ma carte de visite, entre guillemets, footballistique et ce qu'on a pour projet en termes d'investissement et de vision hors football, je vais en fait attaquer ce nouveau pays et essayer de le conquérir sur une double vision, en espérant toujours être intégré dans le foot, mais aussi avoir l'opportunité de commencer des projets d'investisseurs et d'affaires. Puisque cette carte, je l'ai toujours adorée, et étant dans le foot à 100%, j'avais pas trop eu le temps de développer ça. Écoute, la transition est toute faite. Donc une fois là-bas, parce que tu as une autre activité qui est dans la vanille, qui est très loin du foot. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans ce secteur-là ? Le choc est quand même très violent. Je t'avoue que ça m'intrigue un peu. Le lien est difficile à comprendre. Bon, je pense que c'est pas en termes de lien c'est ma vision. Je pense que moi j'ai toujours raisonné en termes
de projets, de challenges, de développement personnel et voilà, d'essayer de devenir expert dans des domaines. Et je pense que ce soit le foot, la vanille ou d'autres investissements, si tu développes tes compétences et que tu deviens le meilleur que tu puisses être ou quelqu'un, entre guillemets, on espère tout ça, d'incontournable dans un secteur, je pense qu'après les opportunités viennent et que le type de business ou quoi, c'est des conséquences et souvent lié aussi à des rencontres ou à des flashs que tu as. Et ce qui est difficile, c'est de te spécialiser dans ça. Et à l'époque, la première étape a été très difficile en Indonésie, contrairement à ce que j'aurais pu croire, puisque j'avais quand même vécu aux États-Unis longtemps, en Nouvelle-Zélande aussi, et dans les pays océaniens où c'était assez difficile. Tu es seul, tu es dans les îles, etc. Et ici, je pensais déjà que je pouvais fonctionner avec l'anglais. Je me suis vite rendu compte à notre installation que je ne pouvais pas. C'est-à-dire qu'il a fallu apprendre la langue. Et donc, ça a été très brutal et ça a été très vite. Je me suis retrouvé sur les bancs de l'école pour un cours d'indonésien de 6 mois, où j'étais avec des étudiants japonais, coréens. Donc, sortant de mes fonctions footballistiques, où j'étais à des postes quand même assez sympas et où il a fallu donc tout refaire, parce que j'ai compris que dans les secteurs où je voulais m'insérer, il faudrait que je parle indonésien. Donc, j'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai appris la langue. Et au fur et à mesure de ça, je me suis créé un petit network avec aussi les relations qu'on avait déjà ici, ma femme étant d'ici. Et on a identifié des opportunités dans le secteur forestier et agroforestier. Donc schématiquement, acheter des terrains, planter. Au début, on pouvait parler d'arbres, donc bon, pour les nommer, des arbres locaux, Singon, Gamal, etc., que tu plantes et que tu laisses pousser. Tu peux développer entre ces arbres des programmes agroforestiers ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle commodité, et avec donc une vision de faire une vision sur les arbres un petit peu plus à long terme, donc, puisqu'il faut attendre 5 à 6 ans, on va dire, avant de les récolter, et un cash flow un petit peu plus fréquent sur les commodités que tu mets entre les arbres. Et on est parti sur ces parcelles-là, et de ça, j'ai créé mon network, j'ai rencontré plusieurs gens, mais je suis resté dans le secteur des plantations, parce que ça me plaisait, parce qu'il y avait tout un aspect environnemental qui me plaisait énormément aussi. Et donc, il dit concession forestière, premiers essais en plantant des arbres, en plantant différentes commodités, premières erreurs, premières méthodes, premières ventes, extension du network, parce qu'ici, c'est quand même extrêmement dynamique et tu peux avoir des propositions de projets un petit peu dans tous les secteurs du moment que tu parles indonésien et que tu maîtrises ton domaine. Et petit à petit, ça s'est venu vers cette opportunité où j'avais identifié que l'Indonésie était un grand producteur de vanille anciennement, le premier leader mondial d'ailleurs avant Madagascar, alors il y a de ça très longtemps, et qu'ils avaient perdu. Ça, tu me l'apprends. Ça, tu me l'apprends parce que c'est vrai que lorsqu'on entend parler du secteur du marché de la vanille, en fait, on pense pas du tout à l'Indonésie. Complètement. Et en fait, ce qui m'a mis le déclencheur de ça, c'est quand j'avais lu un article, et ils expliquaient très bien que l'Indonésie, qui avait des conditions optimales pour développer la vanille, alors au niveau, si tu veux, de la pluie, au niveau de l'ensoleillement, au niveau des terrains, où tout était parfait, te donner une vanille qui était vraiment optimale, avec un taux de vanilline adapté, etc. En fait, ils avaient débuté une production, ils étaient leader mondial, mais pendant très peu de temps, parce que comme c'est un process de production qui est très exigeant, après les paysans d'ici le prennent un peu par-dessus la jambe et en étant un peu feignants et en voulant récolter plus vite, ont adapté des méthodes qui étaient un peu peut-être frauduleuses, on va dire, et ils se sont donc ruinés une réputation. Donc la vanille indonésienne est devenue de mauvaise qualité. Comme c'est compliqué pour la récolte, les paysans sont complètement passés à autre chose, à des choses plus simples où tu plantes et tu récoltes au bout de 2-3 mois, du style des légumes ou salades, etc. Et donc je me suis dit, attends, j'ai quand même des terrains, on sait que c'est fertile, je sais que c'est un process compliqué, mais ça m'attirait énormément. Et de là, j'ai commencé à me documenter, à voir un petit peu dans la littérature, à voir des vidéos, et je me suis dit, ben, on va essayer quand même. Alors rien n'était garanti, parce qu'entre le... Alors il fallait se documenter, il fallait savoir de quoi je parlais, il fallait bien sûr monter son équipe, mais j'ai pris le challenge, ça m'attirait énormément. Et donc j'ai fait entre foot et ça, à l'époque j'étais toujours dans le foot, mais bon, avec des missions un peu différentes. J'ai fait pendant 3 ans, j'ai créé cette plantation de 3 hectares. Alors au début, en ne sachant pas si j'allais arriver à produit fini, à résultat, à production, puisque ça c'est vraiment une donnée inconnue. Et j'ai commencé à produire il y a de ça 1 an. Donc j'arrive avec un résultat de production. En termes de mindset entrepreneurial, l'Indonésie, tu la situerais où?
comment dire, un mindset qui est complète, qui est unique et qui est propre au pays, ou c'est un truc qui se rapproche de ce que tu as pu connaître en France ou en Europe, ou de ce que tu as connu aux États-Unis? Très singulier, très spécifique et différent de ce que j'ai connu en France. Bon, en France, j'ai jamais. Je connais les gens, évidemment, et tu vois un petit peu comment ça fonctionne. Aux États-Unis, c'est, on va dire, me semble-t-il, c'est plus direct, c'est plus compétitif, avec une mentalité d'entrepreneur et même dans les relations, tu retrouves un aspect très direct. Et l'Asie, je dirais, et à travers l'Indonésie, c'est encore plus compétitif. Et avec une capacité comme ça et une envie de justement d'identifier des projets, d'identifier des avenues qui marchent, d'avoir une capacité de réaction assez vite et ne pas être figé. Ne plus parler en termes forcément de boulot, où je fais ça et je dois faire ça, mais parler en termes de projet, de vision, d'opportunité, pouvoir changer de secteur et justement appliquer ses compétences, ou si tu les as pas, ben, essayer de les acquérir en formant une équipe autour de toi, et avoir cette capacité vraiment à saisir les opportunités que tu vas avoir au quotidien, parce que justement, contrairement à la France, j'ai eu, alors je suis, après la difficulté c'est de sélectionner les opportunités, puisque le but c'est quand même d'arriver à finaliser des projets, pas d'aller de A à B à C sans produit concret à la fin. Mais tu as beaucoup d'opportunités, beaucoup de projets qui te sont présentés de façon très dynamique. Je pense que c'est une des différences principales peut-être par rapport au système européen. Aujourd'hui, quel est le projet, on va dire, qui t'habite le plus, qui te rend le plus qui te prend le plus de temps et où tu as le plus, c'est ce qu'on disait un peu avant l'enregistrement, c'est là où tu as le plus de kiff, c'est le foot ou la vanille? Ah, j'adore les deux, Alim. Ça va me permettre de te faire justement la transition par rapport à ce développement vanille où j'ai ensuite continué au niveau foot en Indonésie, bon, notamment avec des clubs, ou en étant consultant pour la fédération, où j'ai toujours gardé un pied. Et j'ai eu il y a 2 ans et demi de ça un appel donc d'une personne qui travaillait à l'OFC, qui avait un poste assez haut placé, et qui est devenue la chef mondiale du football féminin pour la FIFA. Une personne avec laquelle j'avais bossé de façon très étroite, très professionnelle, pour laquelle j'ai une grande estime, un grand respect. Et en fait, il y a 3 ans, elle me dit, écoute Simon, voilà, je sais la façon dont on a bossé ensemble et ta passion pour le foot et le développement que tu as fait en Océanie. Et j'aimerais bien te compter dans notre équipe d'experts techniques pour le foot féminin, pour la FIFA. Et donc, moi, j'ai expliqué quand même ma situation avait changé légèrement. J'ai dit, écoute, moi, ça me passionne toujours autant, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, je suis quand même j'ai des projets annexes au foot, d'investissement. J'ai une vie familiale aussi où je suis basé à Jakarta. Et le déclencheur, c'était qu'elle m'a dit, écoute, non, justement, en tant qu'expert technique, on te laisse ta liberté d'emploi du temps. C'est-à-dire que on a 8 programmes de développement au sein de la FIFA. Les pays, toutes les fédérations peuvent appliquer à certains de ces programmes et tu les aides ensuite, tu les supportes pour les mener, pour les mettre en place. Et uniquement quand tu finalises les programmes, tu te rends dans les pays. Mais c'est toi un petit peu qui pilote. Alors à travers maintenant les outils modernes, à travers Zoom, tu vas aller, pour te parler plus concrètement, tu vas aider un pays à créer sa stratégie pour le football féminin. Donc on va parler stratégie de développement à long terme sur 5 ans. Tu vas expliquer puis tu vas supporter comment mettre en place des compétitions adaptées, comment augmenter la participation, quoi mettre en place au niveau des entraîneurs. Et je vais ensuite finaliser cette aide et ce support-là en me rendant, alors ça peut être à Madagascar, comme au Bhoutan, comme en Corée, comme en Nouvelle-Calédonie où j'étais récemment, pour les supporter à fond, pour faire avancer le football féminin dans le monde entier. Et tu as donc cette liberté de déplacement. Et ça, j'ai trouvé extraordinaire parce que ça liait un petit peu tout ce qui m'habitait, cette passion pour le foot. Ça proposait une tendance qui est exponentielle, qui est le développement du foot féminin, dans laquelle j'avais très envie de m'intégrer, puisque j'avais vu les résultats de la Coupe du Monde 2019, où ça avait atteint quand même 1 milliard de téléspectateurs, et où tu avais une avenue qui était claire qu'elle allait être exponentielle pour le foot féminin. Et donc, je suis expert technique pour ces programmes FIFA depuis 2 ans et demi. J'ai travaillé avec une quinzaine de pays. Alors, tu vois, je me suis rendu quand même, comme je disais, en Nouvelle-Calédonie, au Bhoutan, je suis allé au Gabon, 2 fois, ouais, 2 fois en Nouvelle-Calais, et d'autres pays par Zoom quand c'est possible. Et j'ai trouvé ça super enrichissant parce que c'est évidemment, c'est du développement footballistique, c'est du développement humain, c'est très varié. Tu peux être amené à développer des qualités de leadership, de communication, à développer les entraîneurs sur le terrain, à développer aussi des administrateurs de fédérations ou de clubs et en fait à aider au développement de chacun
et à te mettre dans cette dynamique de projet. Et donc faire ça en parallèle d'investissements qui sont plus business, qui sont plus pragmatiques sur la vanille dont on parlait tout à l'heure, où là, tu as quand même aussi une réalité de résultats et un secteur très compétitif. Donc avoir l'occasion de faire ces deux et de se développer dans ça, je trouve ça hyper complémentaire et j'adore ça. Et tu te rends compte, ouais, que tu as exactement les mêmes leviers, les mêmes outils et les mêmes inconvénients, parce qu'il y en a, et les mêmes avantages Complètement. qu'être chef Et ça, je d'entreprise. pense que je me l'applique moi tous les jours à moi-même. Le but, c'est de me humblement, hein, c'est d'être meilleur le lendemain chaque jour que le jour dit. C'est donc de me développer. Donc je sais que moi, je veux me développer et devenir expert. Par exemple, mon objectif sur ces programmes FIFA, c'est de devenir vraiment expert dans chacun des programmes. J'aimerais me développer à ma licence A. Et je suis conscient que toutes ces interactions, quand tu vas mener un workshop sur le développement de la stratégie, Je me permets de te couper, c'est-à-dire la la licence licence A. A, tu as en fait c'est des modules c'est des, c'est des modules d'entraîneurs de foot qui sont progressifs. Donc pour entraîner schématiquement, hein, alors moi dans ma zone, hein, en Asie, pour entraîner le football des jeunes, il va te falloir être titulaire d'une licence D. Pour entraîner le football de base, pardon, licence D, une licence C pour le football des jeunes, une licence B pour les seniors, une licence A si tu veux entraîner en professionnel en Asie. Et donc ça Ok, rebondit ouais, sur le c'est plus développement clair. personnel que tu citais. Au jour d'aujourd'hui, je développe ces 8 programmes de développement qui ne sont pas forcément sur le terrain. Je ne suis pas du tout entraîneur. On parle de vision là beaucoup plus globale, où tu développes la stratégie, les compétitions, où tu es en relation avec beaucoup de partenaires, notamment du pays, même avec un petit peu le gouvernement ou du sponsorship, etc. Mais je sais que ma prochaine étape pour me développer sur le côté terrain et qui peut être complémentaire, c'est d'aller à ma licence A. Donc c'est quelque chose que je me suis mis en tête et que je vais passer. Et quand tu fais des passerelles de projets personnels, entre guillemets, d'investisseurs à des projets footballistiques, c'est un petit peu toujours pareil. Il faut ou essayer d'être très expert dans ce que tu fais, être bon communicant, je pense, être près des gens, être authentique. Et ensuite, tu franchis des paliers. Donc, quand tu franchis des paliers d'un côté où tu es plus en confiance, où tu deviens plus expert au niveau de délivrer tes contenus et arriver à toucher des gens, à les impacter, à un petit peu améliorer des quotidiens, ben, je te dirais logiquement, tu le retrouves de l'autre côté, même si les secteurs ne sont pas les mêmes. On arrive tout doucement vers la fin du podcast. Nous, on a été mis en relation par Damien du petitjournal.com lorsqu'il m'a présenté le portrait, lorsqu'il m'a fait le portrait Ouais, des vainqueurs du trophée 2023. original. Et je te cache pas, quand en fait il m'a envoyé les portraits, il m'a dit tiens, est-ce que tu vas rentrer en contact avec l'un des lauréats, Damien que je salue, et Hervé. Et en fait, du coup, c'est pour ça en fait le profil était intéressant parce que je voyais FIFA, foot féminin. Je vois pas le lien, mais je vais quand même y aller. Tu sais, le petit côté challenge. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'y vais quand même. Du coup, comment tu as vécu le fait d'être lauréat 2023 de ce prix? Alors, j'avais eu grand bonjour, tu as raison, Damien et Hervé, et c'était une cérémonie extraordinaire. J'étais, si tu veux, occupé à l'époque, parce que j'étais entre deux voyages pour le football, et j'y suis quand même allé, et j'ai passé un moment qui était génial. J'ai rencontré des gens super intéressants, authentiques, animés d'un vrai projet, et des lauréats aussi très, très intéressants. Et pour la petite anecdote, j'avais un article à l'époque dans le petit journal, mais qui remontait. Donc j'étais moi pleinement, tu l'as compris, dans ces activités-là de développement du foot féminin à travers la FIFA, puis de projets personnels ici en Indonésie. Et j'ai vu une petite pub sur Internet, concours du lauréat pour les prix, décrivez votre expérience en tant que Français à l'étranger. Je me suis dit, ça peut être sympa, même si j'étais conscient que j'ai un parcours un peu atypique, mais je me suis dit, justement, c'est peut-être l'occasion de le mettre en valeur. Et, euh, et donc, d'essayer ça. Donc j'écris ça du jour au lendemain. C'est l'anecdote que je leur ai racontée ensuite pour rigoler. Et je pars ensuite au Bhoutan, 4-5 jours après, pour finaliser la présentation de leur stratégie. Donc j'ai été 6 jours pour développer le foot féminin, un voyage extraordinaire, expérience humaine unique. Et je reçois un email me disant que je suis finaliste du prix du public. Ok, donc je regarde rapidement, très sincèrement, ça me paraissait un peu... je m'étais dit, bon, j'imaginais pas que mon profil puisse être dans ça. Et c'était vraiment centré sur le statut et la condition de la femme à travers le sport. Et donc, il voulait mettre en avant cette, je pense,
cet aspect de mes activités que j'avais essayé de vraiment bien développer, bien détailler, le fait de collaborer avec 15 pays à l'international et d'essayer d'élever le statut social de la femme à travers le football, puisque c'est de ça qu'il s'agit. La FIFA, c'est des programmes bien sûr sportifs, mais aussi humains et sociaux. Et c'est une approche qui est très globale et où, à la fin, on veut des gens on veut leur donner des outils pour essayer d'améliorer leur vie, améliorer la vie de femmes et de jeunes filles à travers la pratique du foot. Et donc ça me tient à cœur, moi, puisque c'est pour ça que j'ai rejoint cet organisme. Et c'est quelque chose que j'ai mis donc beaucoup en avant sur le portrait. Et étant finaliste ensuite du prix du public, j'ai découvert la deuxième étape qui était, ils annonçaient à chacun des candidats, en fait, ils disaient maintenant à vos votes, puisque le vainqueur, tu avais 8 finalistes, et celui qui aura le plus de votes. Bon, je me dis quand même problématique pour moi, parce que j'avais pas trop le temps de contacter des gens un petit peu en version s'il vous plaît votez pour moi, puis passer des journées au téléphone. Et je me dis bien sûr, il doit y avoir d'autres candidats qui ont plus de network que moi, évidemment. Tu te vois toujours un peu différent dans ces cas-là. Et finalement, en présentant cette promotion, puisque j'avais été un petit peu finaliste sur ça, sur la promotion et le développement du foot féminin à travers la FIFA, et en appelant les pays avec lesquels je travaillais, puisque mine de rien, là, tu as des connexions à un network international. J'avais une quinzaine de pays, beaucoup en Asie, alors la Corée, la Thaïlande, Brunei, le Bhoutan, en Afrique, Gabon, Madagascar. Là récemment, j'avais à l'époque la Syrie, j'avais la Turquie, et en ouvrant ce network, je pense que ça a créé beaucoup de votes, de ce que m'avait dit d'ailleurs Damien en rigolant, et je suis arrivé très largement devant, et c'est ce qui m'a permis donc de gagner avec en tête pour tout le monde sur le développement du football féminin et l'amélioration du statut de la femme par le foot. Alors j'étais super content, très honoré, je trouvais ça pétillant, dynamique. Je me suis dit, allons-y, parce que même si à l'époque ça forçait un petit peu les voyages, puisque j'avais en vue, j'avais Bhoutan et je devais aller repartir en Nouvelle-Calédonie pour faire un programme sur le développement des compétitions. C'était la deuxième année. Mais je suis quand même allé à Paris pour recevoir le trophée, avoir l'occasion d'être reçu dans cet endroit magnifique, rencontrer des gens top, et c'est une expérience sur 3 jours que j'ai vraiment énormément appréciée. Écoute, encore bravo. On arrive là à la fin du podcast. Il y a toujours une question que je pose pour clôturer l'échange. Quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite entreprendre à l'étranger, s'expatrier? Entreprendre à l'étranger, s'expatrier, je pense que la première clé, c'est soi, c'est bosser sur soi, c'est investir sur soi, dans ses compétences, dans son secteur d'expertise, dans sa façon de communiquer. C'est des investissements que tu perds jamais. Et ensuite de ça, de ton network et de ton secteur d'expertise viendront les opportunités. Je conseillerais vraiment de quasiment prendre un peu le problème à l'envers et d'être conscient, d'être très critique, d'être très objectif, de prendre aussi les avis des autres, de manière à, quel que soit le secteur d'entrepreneuriat, d'arriver vraiment à une expertise complète, d'avoir le courage de se regarder en face, de voir ce qui te manque, ce que tu n'as pas, d'être capable aussi de t'entourer d'équipes qui soient complémentaires et qui puissent être un petit peu opposées à toi, même de gens plus intelligents que toi, pour ensuite délivrer complètement ton champ d'expertise. Je pense qu'après, quel que soit le pays, quand tu es expert dans ton domaine, adaptable et que tu as une vision objective des choses, tu peux être performant partout. Et bien entendu, de ne pas avoir peur, de faire le grand saut, de ne pas être sur des préjugés et des choses qui sont écrites, de se faire confiance à 100%, de faire confiance en un chemin, en une étoile, et d'avoir 100% de motivation, que ça soit d'ailleurs sur le territoire national, qui peut être n'importe où, ou alors à l'étranger. Travail sur soi et ne pas avoir peur de prendre les opportunités comme elles viennent. Je pense que c'est ce qui a été important dans mon parcours, et c'est ce que je conseillerais humblement. Et écoute, je te remercie. Et il y a une phrase qui est assez intéressante lorsque tu dis recruter des personnes plus intelligentes que soi. Il y a la théorie, tu sais, dans les profils ABC, le C recrute un D, le B recrute un C, et le A recrute toujours des A. Exactement. A players get A players. Mais non, mais ça, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une mentalité qu'on n'a pas en Europe, principalement en France, sur ce profil-là, où d'aller chercher des types plus compétents que nous. C'est une très bonne remarque. On l'a pas. C'est le type qui est le A et qui est en haut, il doit dominer. C'est vrai. Je rebondis sur ça. J'ai moi beaucoup progressé sur ça, notamment sur ça, maintenant justement de mettre mes défauts face à moi-même et de voir la voie, comment il faut progresser, ce que j'ai à faire, essayer d'y aller au bout. C'est très important aussi pour moi de mener des projets au bout, d'arriver à me dire que ça va être un projet d'équipe
et à prendre des gens qui, dans des niches ou des secteurs, soient meilleurs que moi. Et ensuite, quand tu as tort ou quand tu vois que ça ne va pas avancer, d'arrêter de me justifier et d'accepter que j'ai eu tort. Et avant, je perdais beaucoup de temps à essayer de contrôler, plus que ce que je fais maintenant, à essayer d'avoir raison. Et en fait, je suis passé à autre chose. Déléguer à des top players, comme tu l'as indiqué, et plus passer mon temps ensuite quand il me manque quelque chose, l'accepter, dire oui, je l'ai identifié, j'ai eu tort là, et pas essayer comme ce que tu as décrit, d'avoir un monopole et d'essayer de constamment te justifier. Tu vas plus vite en prenant des gens meilleurs, en acceptant, en visualisant ce qui te manque et en y allant à fond. Écoute, on est d'accord, je crois que c'est la plus belle des conclusions. N'hésitez pas à recruter des gens beaucoup plus intelligents que vous. Tu avais cette phrase en anglais qui disait c'est si t'es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que t'es dans la mauvaise pièce. Il faut transférer, il faut être constamment, ça c'est cruel, à la limite de ta zone de confort et monter en palier. Et c'est quelque chose, c'est dur des fois parce que ça fait moi appel à une valeur que je considère clé, qui est le courage, que je mets vraiment au centre de mon puzzle avec l'authenticité. Mais après, il faut y aller, quoi. Il faut savoir se mettre en difficulté, savoir accepter quand tu n'as pas été bon, il faut savoir essayer de progresser. Ouais. C'est que tu es dans la mauvaise pièce, c'est une très bonne conclusion. C'est qu'il faut changer et accepter de te mettre en difficulté pour progresser, parce que tu peux t'entraîner 150 fois, si tu n'acceptes pas de te mettre à nu et de répéter ces erreurs et cette mise à nu, le progrès se fait beaucoup plus lentement. Et un truc, c'est le lien entre le sport à haute compétition et l'entrepreneuriat. C'est étroitement lié. C'est étroitement lié. C'est à un moment donné, même si tu es au top, tu dois comprendre que tu peux être encore meilleur, mais il faut t'entourer de gens plus compétents que toi. Complètement. Tu as une obligation de résultat. Et quand tu n'es pas au top, il faut bien identifier où sont tes problèmes. Il faut bien identifier des voies pour t'améliorer ou pour améliorer encore tes points forts, et surtout être objectif, pas rentrer dans un narratif qui te console ou écouter celui qui t'a dit que tu as fait un bon match dans le sport ou celui qui te dit que ton business est pas mal si tu n'as pas de résultat. Ah ouais, non mais tu sais, il y avait l'idée, il y avait le beau geste. Enfin, ouais. Dans le business, c'est compliqué à justifier, mais même dans le football, quand il faut avoir des résultats. T'as pas beaucoup de jokers. T'as pas beaucoup de jokers, même si t'as le beau geste. T'as souvent le banc de touche aussi, qui lui t'attend. Ça, c'est sûr. Et dans le business, le banc de touche, il peut être très violent, quoi. Ouais. Très violent, mais c'est deux écoles réelles de la vie et très complémentaires et pas si éloignées du tout. Simon, écoute, encore une fois, je te remercie pour ton temps, parce qu'on est bien à 45 minutes quand même. En fait, comment dire, c'est le temps passe et on le voit pas. Hein. Top, je te remercie pour avoir mené cette interview et pour m'avoir reçu dans ton podcast. Allez, écoute, merci à toi. Si jamais tu passes par la France, écoute, ce sera un plaisir de se voir. Si jamais je passe par l'Asie, je pense qu'à un moment donné, je vais m'amuser à faire la tournée des invités. Bien sûr. Parce que des fois, à droite à gauche, quand je bouge, j'en croise. Donc c'est toujours un plaisir. Si tu transfères à Jakarta pour aller à Bali, tu me dis, tu seras aussi. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est lorsque je vois dans des stories ou dans des posts, en fait, c'est des invités que j'ai eus qui aujourd'hui collaborent ensemble ou se rencontrent. Mais j'ai eu Audrey-Marie, je la vois sur une photo à côté de Ambroise Debray. Ah, c'est les deux, je les ai eu sur le podcast, ils étaient à un atelier tous les deux en Thaïlande. Ils communiquent, oui, bien sûr, c'est des créations de réseaux, de compétences. Et tu crées un network, d'entre guillemets, de compétences qui doivent être. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ne se connaissaient pas. Même au moment de la photo, ils se connaissaient pas. C'est très positif tout ça. Et en fait, et je leur envoie un message, mais vous avez été mes invités tous les deux, quoi. Donc en fait, tu crées un espèce de... tu dois être... Ouais, tu crées un network, tu crées un espèce de réseau, une famille qui fait que, en fait, les gens se rencontrent sans se connaître. C'est très positif. Et c'est hyper agréable, quoi. C'est hyper agréable à voir. Bien sûr, surtout d'entendre des parcours différents. Exactement. Mais Simon, je te remercie encore une fois. Et écoute, je te dis à bientôt. Au plaisir. Et par contre, où est-ce qu'on peut retrouver ton actualité ? Puisque tu m'as envoyé le lien de France TV Info pour la vanille. Que je partagerai aussi. Mais écoute, on mettra tout ça dans la description du podcast. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao Simon. Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce 56e épisode d'Entreprendre à l'étranger. N'hésitez pas à le commenter, à le liker et surtout à le partager autour de vous. Si vous avez des idées de sujets, je suis preneur. Si vous avez des idées d'invités, je suis aussi preneur. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire ou à prendre directement contact avec moi. Ciao et à bientôt.